Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. On est en pleine période de confinement pour la France. Ici en Suisse, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour moi, ça ne change rien parce que j'ai plus de job là. C'est la merde pour tout le monde. Donc courage à tout le monde, restez bien chez vous. Prenez votre mal en patience, on va pouvoir retourner randonner. Moi là, je me mets en isolement parce que je suis malade. De quoi, je ne sais pas, un état grippal. Ce n'est pas le bon plan, hein, c'est étant. Mais du coup, voilà, je reste à la maison. J'avance donc mon projet ici de sac à dos, comme je l'ai présenté dans la dernière vidéo où je présentais un peu mes projets 2020. Voici donc la première vidéo dédiée à la fabrication personnelle de son sac à dos. La seule chose que j'aimerais tout de suite spécifier, c'est que ce n'est pas un tutoriel de construction et de couture de sac à dos. Pourquoi? Parce que je n'ai absolument aucune expérience, ni en couture, ni en création de sac à dos. Donc c'est ma première. J'apprends sur le tas, ça veut dire en cousant les choses, je fais mes erreurs, voilà, j'apprends comme ça, je me renseigne, je cherche beaucoup, je lis beaucoup. Mais ce sera plein d'erreurs, d'erreurs de conception et tout. Le seul but de ces vidéos, c'est de me mettre, si on veut, au niveau de quelqu'un qui n'a jamais cousu, qui aimerait se lancer et puis voilà, qui est OK de partir dans cette aventure, de pouvoir peut-être déceler déjà certaines erreurs. Parce que souvent, quand on voit des vidéos de conception de sac à dos, de do it yourself, make your own gear, hein, c'est ce MYOG, MYOG, faire son propre matériel de randonnée, ça veut dire qu'on a souvent des vidéos où les gens quand même maîtrisent déjà pas mal, vous montrent comment faire. Mais ce qui est intéressant, c'est encore plus de voir les grosses bourdes, les moments où tout à coup, parce qu'on se trompe, il faut découdre, enfin voilà, péter des aiguilles, j'en suis déjà à ma deuxième, mais voilà. Donc j'ai pas d'expérience, c'est pas un tutoriel sur comment faire, c'est vraiment apprendre du coup avec des pincettes, parce que c'est que basé sur la semaine et demie ou les 2 semaines de recherche là que j'ai faites, donc il n'y a pas grand chose en fait. Maintenant, ce que je propose dans cette première vidéo, c'est de voir en revue le cahier des charges de ce sac à dos que je souhaite me faire. J'ai donc pris différentes choses dans les différents sacs à dos présents sur le marché ou que je possède, ce que je préfère de chacun d'eux pour essayer de composer après un sac à dos dans lequel je retrouve toutes ces options, ces choses qui vraiment, soit que j'ai testé et que je veux avoir sur un sac à dos, soit que je souhaiterais avoir comme option supplémentaire ou un changement, une rocade de X ou Y. Donc, j'ai pu gentiment créer ce sac, me faire une idée, le dessiner, essayer de l'imaginer, et puis j'ai fait un premier jet que vous aviez vu, qui était un sac à dos en papier. Donc ça, c'est du papier, en fait, c'est du fond de studio photo. C'est un papier assez épais, assez costaud, qui reste quand même assez souple, qui ne se déchire pas trop facilement. Ça permet de faire des patrons, on va en discuter après. Le sac, je l'ai assemblé à l'agrafeuse et au scotch, donc c'est pas du tout fonctionnel, hein, on est bien d'accord, mais c'était juste pour voir un petit peu les dimensions par rapport au dessin que j'ai fait. Et puis pouvoir commencer à dessiner, à réfléchir, à me dire « Ah oui, mais là, je vais avoir un souci de couture. » Voilà, parce que c'est beaucoup de réflexion. Il y a peu de tutoriels complets. Et puis de nouveau, je ne vais pas faire un tutoriel complet pour le moment puisque je balbutie dans ce monde-là. Donc ce serait vraiment beaucoup trop prétentieux de vouloir dire voilà, une méthode de fabrication de sac à dos. Réfléchir et puis vous proposer mes réflexions et mon avance, c'est tout. C'est juste un partage comme ça. Donc voilà, j'avais fait ce sac à dos, disons, de premier jet papier. Ensuite, j'ai un petit peu affiné mes patrons. De nouveau, on va parler après, pièce après pièce. Pour pouvoir découper un premier tissu. Et bien sûr, une des premières erreurs à ne pas faire, ce serait de s'attaquer et se lancer directement avec un tissu d'Ainima qui sera 50 € le mètre carré, par exemple, ou quelque chose comme ça. Le but, c'est de pouvoir s'entraîner à faire un premier sac
pour s'entraîner à la couture déjà. Vous pouvez aussi prendre des chutes, des vieux cotons, des torchons, des choses pour essayer de plier, voir quelle est déjà la résistance de votre machine à coudre. Je ferai aussi des vidéos séparées avec le matériel de couture, les choix et puis les tissus purement dédiés aux tissus que je vais choisir et utiliser. Alors, comme premier tissu de réalisation du premier prototype, disons, souple, hein, pas en papier comme celui que vous avez vu, j'ai choisi le Tyvek. Et puis, j'ai cousu mon premier sac à dos. Voilà donc la première chose qui a été pondue. Je vais le mettre ici. Voici donc ce premier prototype, c'est du Tyvek. Alors, j'avais des surfaces de Tyvek, des bouts qui restaient. Donc j'ai décidé d'utiliser ce tissu parce qu'il est un peu glissant aussi, comme le Dyneema ou c'est nylon, donc il peut faire justement des soucis à la couture. Alors il est un peu plus fin, il se déchire beaucoup plus, hein, c'est pas fait pour faire des sacs à dos, mais je veux dire, il est fonctionnel, hein, plus ou moins. Il manque beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir, il manque les boucles de réglage, les sangles, ce genre de choses-là, les clips et autres choses. Mais point de vue de la solidité, ça pourrait jouer pour une petite rando sans trop le charger. Voilà. Le but, c'est donc d'assembler toutes ces pièces que j'ai créées et puis de faire face, d'aller à la rencontre de tous les soucis de couture que je pourrais avoir. Il y en a eu énormément. Il y a eu aussi énormément d'apprentissage parce que tout ce qui est la gestion de la tension du fil, du type de fil et type d'aiguille, etc. Les méthodes d'assemblage des tissus, le pliage, les coutures, les coutures à plat, flat felt seam, les compagnies. Enfin, il y a beaucoup, coudre en élastique, enfin, voilà. Tout ça a donné ce premier résultat qui, au final, est pas si mal. Je suis content, disons, du premier jet, de la première impression. J'ai beaucoup d'inconnus, pas mal de soucis sur des assemblages, des coutures, Tout de suite, hein, on a les problèmes des tensions, des points de tension, des points de faiblesse. Voilà, on voit tout de suite là où vont arriver les soucis, puisqu'ils sont connus dans nos sacs à dos, même du marché. Donc il y a tout ce qui est friction, abrasion, et puis il y a tout ce qui est ponction, et puis déchirure sur un trop gros stress du tissu. Donc c'est important à essayer de gérer tout ça. Maintenant, ce que je vous propose juste, c'est de vous expliquer ou de vous mentionner simplement les choix que j'ai faits sur ce sac à dos. Simplement faire le tour de ce sac à dos. Une chose très importante que je souhaite dire, c'est que je ne suis pas en train de réinventer le sac à dos, pas du tout, de loin pas. Au contraire, je vais piquer toutes les choses actuelles en 2020 qui me semblent logiques, bien et qui me plaisent. Donc c'est beaucoup du plagiat, de choses déjà vues. Et puis pour finir, bon voilà, ça reste des sacs à dos. Il y a des choses qui sont standards comme les poches sur le côté, voilà, on peut les faire de différents tissus ou matières, mais bon, c'est quand même cool d'avoir ces poches-là à l'extérieur et puis une grande poche derrière. Mais de nouveau, hein, j'aurais pu la faire fermer avec une fermeture éclair ou pas de poche. Enfin, voilà, il y a différentes écoles. Moi, j'ai une direction et puis j'aime bien la prendre. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais faire tout le sac à dos dans un tissu principal qui sera étanche, donc plutôt dans la direction Dyneema ou VX, les X-Pack, des choses comme ça. Maintenant, on sait bien que les coutures ne sont, elles, plus étanches puisqu'on les perfore avec un fil et une aiguille. Donc dès ce moment-là, il y a un trou qui est mal bouché, donc il y a une potentielle entrée d'eau qui peut se faire. On peut la minimiser en scotchant du tape Dyneema à l'intérieur pour sceller au mieux, disons, ces coutures. Ça aide beaucoup. Mais voilà, malgré toute cette résistance-là, qui est quand même nettement plus forte qu'un sac à dos en nylon pur, on peut et on devrait, et j'utilise d'ailleurs un liner, donc un sac en plastique à l'intérieur du sac lui-même pour vraiment garantir, surtout pour le duvet, la doudoune, les choses qui craignent l'humidité à cause du duvet, hein, de la plume. Donc du coup, on protège quand même l'intérieur et puis ça va très très bien, il y a plein de solutions là-dedans. Alors, donc, poche latérale, oui, je veux des poches latérales, pas en filet, en tissu plein. On voit ici un exemple de poche standard. Là, c'est une bouteille d'1 litre, donc c'est quelque chose
que je veux. La condition que je voulais, c'était de pouvoir prendre cette bouteille en randonnant. Donc j'ai testé, j'y arrive, j'ai bien pris les mesures sur d'autres sacs à dos, notamment les Ipax que j'ai, qui sont les seuls où j'arrive à choper la poche. Alors pour pouvoir faire ça, ben, on doit descendre vraiment jusqu'en bas pour avoir quand même un bon maintien d'une bouteille. 1 litre, ça c'est super, mais 1,5 litre, elle viendrait comme ça. Donc il faut quand même pas qu'elle bascule, avoir un certain maintien. Puis ici, on a encore la place, soit pour mettre une deuxième bouteille, ça c'est possible, on peut mettre 2 litres ici, 2 bouteilles d'1 litre, ou alors de mettre autre chose, des piquets, une popote, voilà, on a encore quand même pas mal de place. Je voulais élastique et non pas avec un fil en fait qu'on vient mettre en tension avec une petite bouclette. Donc je voulais un élastique pour pouvoir venir choper comme ça, puis que ça se resserre directement. Ensuite, ça c'était une condition. Ensuite, sur le côté, j'aimerais aussi des petits élastiques pour pouvoir resserrer, en fait, compresser le sac. J'aime pas quand ça part en arrière, c'est quelque chose à éviter. Et puis aussi, ben, on peut soit fixer quelque chose, faire sécher des chaussettes, je sais pas, enfin voilà, ou les bâtons de marche, etc. Donc ça c'est important. Maintenant j'avais hésité au départ pour faire un zigzag, c'est ce que je pensais faire. Vous voyez ici j'ai simulé les petites boucles dans lesquelles passerait l'élastique, tac tac tac. Je vais plus faire comme ça. J'ai décidé de faire simplement 2 tirées. Une première tirée en fait qui se partira d'ici dans une boucle et qui va remonter directement et qui fera l'attache du roll top. Donc j'utilise, je veux sur ce sac un système où on enroule comme les sacs étanches, on enroule sur soi-même le tissu depuis le haut, puis on vient clipper vers le bas pour fermer le sac à dos. Pas de fermeture éclair, donc ça viendra pris ici, tac, tac, comme ça. Donc ça fait en 2 temps, je ferme le sac à dos, je le serre et en même temps ben, j'ai un petit maintien ici. On verra si ça fonctionne bien. J'ai vu ça chez Mountain Laurel Design sur le Prophète et autres sacs et je trouvais ça pas mal comme idée. Donc de nouveau on fait d'une pierre 2 coups et puis une dernière tirée ici qui viendra prendre à peu près sur le haut de la poche extérieure, venir serrer à ce niveau-là. Donc ça passe sous la fermeture. Le dos, donc ça c'est un peu le coin le plus technique. Je voulais, bon voilà, hein, pas rien de terrible, une poignée ici pour porter le sac à dos. Initialement, je pensais avoir ici les boucles pour pouvoir venir fermer avec une sangle en Y le haut du sac à dos. J'ai changé d'idée, elles seront plus hautes, vous verrez après pourquoi. Ensuite, des bretelles. Pas besoin qu'elles soient trop épaisses parce que ce n'est pas un sac qui est dédié à porter tout sur les épaules. Le report de charge, je le veux sur la ceinture ventrale, ça c'est aussi une condition que je souhaite. Donc il y a un rembourrage ici sur les reins, il y a un rembourrage de ceinture, une bonne grosse ceinture avec un double ajustement ici, donc 2 sangles qui partent pour fermer. Ça, je trouve aussi super parce que ça fait une tension en haut, une tension en bas et je trouve que ça répartit mieux comme ceci la tension autour de la hanche, sur la pointe notamment, plutôt que de faire un espèce de V comme ça qui est tiré par une seule sangle au milieu. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec les sacs Zipax que j'ai avec la ceinture, le Arc Hole. Et c'est vraiment tellement confortable et tellement chouette que je l'ai... Voilà, ça fait plus de poids forcément parce qu'on a 2. Il y a 2 réglages ici, mais il y a une seule fermeture clip au centre. Ensuite, l'autre chose, c'est les bretelles, donc pas trop épaisses, fixes, sans réglage, parce que je fais ce sac sur mesure exactement à mon torse, et c'est assez génial parce que je suis au demi-centimètre près pour décider, voilà, il faut que ça tombe là, comme ci, comme ça, ma ceinture et tout, donc c'est vraiment super. C'est pas facile à faire du coup, parce que c'est plus facile, de mettre un truc réglable, si on veut, c'est plus compliqué techniquement, mais c'est beaucoup plus facile de réglage après, parce que on coud le réglage, qui lui est techniquement compliqué, mais on coud le réglage, puis c'est terminé. Ensuite, on vient ajuster au feeling. C'est-à-dire que là, une fois que c'est cousu, c'est terminé, mais ça marche aussi si on le fait bien. Donc il faut bien sûr pas que les épaules arrivent ici, mais il faut qu'elles arrivent un peu plus haut, pour qu'on puisse avoir une forme bien comme ça. Donc ce sera le cas justement. Autre chose, je voulais
un report de charge correct, donc c'est pas un frameless, donc je me lance même dans la création. Pour le moment, j'y vais encore, je verrai si techniquement j'y arrive, mais je me lance dans un report de charge rigide à l'intérieur du sac qui reporte vraiment ici, sur cette partie-là, donc ici j'ai 2 tiges, on les voit apparaître ici. Ces 2 tiges, en fait, elles sont amovibles, on va les voir après. Elles parcourent le long ici. Il y a un fourreau ici, un fourreau en bas. Et puis des passants, je vais les augmenter à 2. J'ai encore des problèmes à résoudre sur comment. C'est clair que ça fait des points ici de couture qui vont devoir être imperméabilisés. Mais j'avais testé l'option silicone de salle de bain tout simplement sur un autre sac. Et je pense que je vais le faire. Je vais juste en mettre ici au doigt comme ça, dans les coutures qui sont apparentes, et je suis certain que ça va très très bien marcher, ce sera tip top. Ensuite, une autre chose, c'est que je ne voulais pas un rembourrage qui soit fixe sur le sac, parce que je demande un report de charge avec une structure rigide à l'intérieur uniquement quand j'ai un poids assez costaud. Ça veut dire si je vais partir sur une randonnée longue durée, comme cet été, j'espère pouvoir partir depuis la Slovénie pour revenir en Suisse via la Via Alpina, si ça joue avec ce coronavirus. Mais je veux aussi pouvoir avoir ce sac qui, hop hop, que je puisse le prendre, enlever les tiges. Donc je veux pouvoir enlever les tiges, je veux pouvoir enlever la mousse, puis avoir un sac entier frameless, comme on appelle ça. Alors il y a une technique qui se fait chez Zipax et d'autres aussi, pas que chez eux, mais qui consiste à avoir rien, ça c'est un frameless, c'est le Nero celui-là, d'avoir des petites boucles ici, et puis avoir un élastique qui passe, qui fait un circuit comme ça, ce qui permet en fait de venir insérer sous les élastiques. On aurait ici un élastique qui vient coincer, donc ça fait une espèce de losange comme ça avec une passade au milieu. Mais très honnêtement, quand tu marches, ça bouge beaucoup, enfin voilà, ça va, ça le fait, mais il a vite tendance à se plier, enfin voilà. Je voulais voir s'il y avait une possibilité de faire un petit peu mieux, et j'avais vu cela sur un sac à dos, déjà sur le KS50, il y avait cette possibilité-là. Mais il y en a bien d'autres qui proposent ça aussi, avec en fait des inserts plutôt que d'avoir des élastiques. Et puis, c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça, ce sera en fait une partie qui est en mèche, le même mèche qui est en fait à l'intérieur des bretelles ou de la ceinture, dans lequel je peux venir simplement, alors d'une main c'est pas facile, voilà, je viens glisser ici mon petit sac, mon petit pad, voilà, et puis il est donc coincé ici. Pourquoi je voulais ça? C'est parce que j'aime bien avoir avec moi un de ces petits tapis pour s'asseoir quand c'est mouillé et tout, etc. C'est quand même agréable sur un caillou froid le soir s'il n'y a que ça. C'est quand même cool. C'est un confort vraiment que je trouve assez important. Mais je trouve stupide avoir une mousse dans le dos pour aider un petit peu au portage du sac à dos, et en plus avoir un tapis qui est sanglé à quelque part. Donc je voulais vraiment cet emploi double. Voilà, c'est comme ça que je pense le résoudre. Et puis ici, il y aura une petite sangle qui va passer comme ça, juste au milieu, pour garantir un appui aussi ici. C'est pas très ventilé, je veux pas faire d'arceau vraiment ou de trampoline, hein, de filet tendu comme sur le Arc Hole, parce que c'est beaucoup trop compliqué à mon goût à réaliser. Voilà, je vais comme ça, je verrai ce que ça donne, et puis vu que maintenant je fais mes sacs à dos, pour le futur je pourrai toujours modifier. Donc ce sac à dos, c'est un roll top, hein, donc on a ici un excédent de tissu, il sera même encore un petit peu plus long. J'estime le volume à 40 litres sur le compartiment principal. Donc on serait presque à 50 litres avec les poches et autres. Il faudra que je le teste un petit peu. Forcément, on a ici l'arrivée en fait des barres, et puis on voit bien, hein, il y a tout de suite un stress qui se fait là. Donc ça, il faut que je réfléchisse à la chose.
Certains me diront, bah, il suffit de faire plus bas, mais ça ne change rien, ça reporte ce problème-là plus bas et plus bas, enfin voilà. Et de toute façon, je vais mettre ici, en fait, pas forcément une barre, mais en tout cas un gros truc de sangle nylon qui passe ici, sur lequel vient se prendre plein de choses. Ça veut dire le fourreau en fait, dans lequel vient le haut du mât, donc ça protégera ici, mais il y a aussi les rappels de charge, et ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais. C'est vraiment chouette quand on a un rappel de charge qui vient reprendre en fait ce poids-là et qui vient ramener le sac à dos sur les épaules pour pas être tiré en arrière. C'est très confortable et j'aime beaucoup. Donc ça, il y aura un rappel de charge qui viendra sur ce point-là, directement sur l'arceau. Parce que pour moi, un rappel de charge sur du tissu à vide, ça ne sert à rien. Tu tires le tissu, mais ça ne tire pas vraiment. Ou alors, il faut qu'il y ait sur le rappel de charge, sur le tissu, une connexion à la sangle qui vient, elle, choper l'arrière du sac ici. Ça peut aller, mais ça va plutôt tirer vers le bas. C'est-à-dire que là, c'est un vrai rappel de charge sur ce métallique. C'est des barres en alu, on va les voir après. Voilà. Ensuite, sur les bretelles ici, j'aimerais ne plus utiliser les pochettes que j'ai grosses Zipax, mais utiliser quelque chose en filet, en mèche, en lycra extensible, un peu flottante comme ça, mais quasiment collée ici, qui me permettent de mettre le smartphone et puis les lunettes de soleil, une ou deux petites choses comme ça. J'utilise plus tellement les bouteilles d'eau ici, puisque j'ai quelque chose vraiment que je peux prendre sans m'arrêter. On arrive sur l'arrière maintenant. Donc pour l'arrière, un loop pour les piolets de montagne, de glacier, etc. Ça c'est important. Là je le mets ici, et puis ici j'aurai un petit élastique, un système juste pour le coincer. Juste un, pas un de deux, parce que je sais de quel côté ça va chez moi. Ensuite, pour la poche ici, donc je voulais un élastique ici, qui soit standard, assez fort, il sera plus fort que ça. Ce sera à peu près un élastique de 1 cm en gros. Et puis une poche qui est relativement volumineuse, mais il n'y a pas besoin non plus d'exagérer parce que dedans je mets mon matériel de pluie, les sardines, parfois mon filtre à eau, enfin voilà des différentes petites choses, mais c'est jamais énormément que je mets là-dedans. Je mets des fois un petit pique-nique et des choses comme ça. Maintenant, ce qui est important, c'est que je ne voulais plus avoir un filet. C'est soi-disant pratique parce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi je sais exactement dans mon sac où est telle ou telle chose. Je peux y aller les yeux fermés, je tombe dans la bonne zone, je sais que mes sardines elles sont là, que ma veste de pluie elle est là, puis il y a des raisons pourquoi je mets ça ou ça ou ça là, enfin voilà. Et puis la chose principale, c'est que tout du long, par exemple, de la HRP et tout, etc., je me disais, mais bordel, j'ai une veste qui coûte des centaines de francs dans cette poche, puis elle prend les UV toute la journée pour rien, puisque je la mets quasiment pas. Idem pour les pantalons de pluie, ça prend les UV à donf, à donf, à donf. Ma chemise a été décolorée complètement sur les épaules, tellement ça a tapé cet été, l'été passé. Donc ça prend, c'est mauvais pour la veste, c'est pas fait pour ça, quoi. Une toile de tente, on sait que si on laisse la tente monter pendant 2 semaines en plein soleil en été, un festival comme ça, c'est décoloré, c'est attaqué, les UV ça détruit tout. En même temps, le filet est censé offrir une évaporation de l'eau, donc dans le sens de pouvoir faire sécher des affaires, mais bon, mettre en boule un peu là-dedans un t-shirt mouillé ou des chaussettes ou compagnie, ça sèche sur le dessus, ça peut sécher un peu jusqu'à la fin de la journée, mais ça va traîner, enfin je veux dire, c'est jamais nickel, c'est pas vraiment comme ça que tu vas sécher quelque chose, tu as meilleur temps de le mettre sur le dessus, puis de le laisser pendre, enfin d'avoir des systèmes comme ça. Donc voilà, pour moi, filet, dans mon idée, il est inutile si on veut. En plus, si ça se croche aux branches, suivant quand tu passes, où tu passes, tu chopes, t'es là. Enfin, voilà. Je voulais quelque chose qui glisse
et qui sont en tissu plein, qui est 0% des UV qui traversent là-dedans, et puis que ça protège déjà par rapport aux branches et tout, ben, ma veste, mes choses qui sont chères et tout, etc. Mais du coup, ben, quand il pleut des cordes et compagnie, que ça rentre là-dedans, il faut faire une ouverture, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? L'eau stagne dedans, c'est la première chose, mais deuxièmement, ça veut dire que l'eau qui stagne ici en fond de poche, elle va rentrer dans les coutures et puis elle va pénétrer dans le bas du sac à dos. Du coup, beaucoup de créateurs qui font des sacs en fait avec des poches pleines, ça existe, hein. Ils utilisent, par exemple, ils font un petit triangle sur le côté ou quelque chose comme ça, ou une petite ouverture en bas, ou voilà, des petites choses. Et puis même là, moi je trouvais que ça veut dire, bon, ben, l'eau elle va s'évacuer un petit peu sur les côtés, ou pareil ici, il n'y aura plus d'eau, mais il y aura de l'humidité qui va rester dans cette couture, et puis voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici, il y aura une bande complète de filets qui sera mise ici, assez fine, hein, au finir, il n'y a pas besoin de beaucoup, ce sera 1 centimètre à peine. Alors c'est beaucoup de travail juste pour ça, quoi. Mais du coup, tout le bas entier a un petit fil en filet comme ça, et qui permet une évacuation totale et puis de pouvoir bien sécher. Si j'ai d'autres choses à faire sécher, je peux les mettre ici, enfin il n'y a pas de problème pour moi. C'est pas un souci ou les mettre dessus, voilà. Plein de solutions. Voilà, en gros, là j'ai fait le tour. Maintenant pour la forme, ben voilà, c'est un choix comme ça. Je voulais un roll top. Je voulais pas forcément quelque chose de très carré. C'est clair que quand on coud soi-même, l'idéal c'est de faire des pans rectangulaires pour avoir des lignes droites, des angles droits. J'ai choisi de me corser la tâche en ayant ici une courbe qui affine un petit peu le bas du sac, puis qui permet d'élargir un petit peu en largeur et en épaisseur vers le haut. Donc c'est mieux par rapport aussi au portage, mais c'est plus compliqué. Et puis j'ai donné une légère, très légère courbe ici. Ça, l'idée, je l'ai repris chez Light AF, qui eux font un sac à dos qui est nommé Curve, donc courbe, et qui a justement une courbe, mais qui est beaucoup plus prononcée. Moi, je l'ai fait un petit peu moindre, mais il y a une petite courbe ici, à peu près 2 cm depuis le haut jusqu'en bas, 2,5. Donc sur tout le long, il y a une courbe qui est légère ici sur le flanc. Maintenant qu'on a vu un petit peu le cahier des charges du sac à dos, j'aimerais vous parler un petit peu des pièces nécessaires pour monter un sac à dos dans ce style. Un sac à dos, c'est différents éléments, il y a plein de manières de les faire. Le Nero par exemple ici, le Nero lui c'est une seule pièce pour les côtés, l'arrière et le dessous jusqu'ici. C'est une espèce de forme bizarre qui se déploie. C'est super parce que du coup, il y a une couture ici, et puis c'est terminé, plus ou moins. Après, ils viennent coudre par-dessus. Là, lui, ben, il est pris sur la couture, mais la poche ici a une place, elle est cousue par-dessus, ça vient par-dessus, ça vient par-dessus. Donc ici, il y a 0 pièce, 0 bandeau, 0 machin, c'est un truc en entier. C'est du coup beaucoup plus simple à réaliser, il y a moins de couture, moins d'entrée d'eau, mais ça nécessite beaucoup plus de maîtrise pour avoir on va dire, une forme parfaite. Parce que des fois on a des idées, on découpe des choses, on dessine un truc, puis une fois après quand tu te retrouves avec du tissu et des patrons, ça ne joue pas du tout. Tu penses que c'est comme ça, mais les coutures après elles n'arrivent pas l'une en face de l'autre, ça fait des décalages de pièces, enfin c'est assez compliqué, hein, c'est un métier la couture, voilà, je ne vous l'apprends pas, mais donc voilà l'idée, si on veut, à laquelle j'aimerais arriver plus tard, c'est de faire un sac dans cette idée-là, mais avec avec moins de couture. Voilà. Pour le moment, j'en suis pas là. Donc j'ai ici différentes choses. Ça, c'est les bandes latérales, hein, donc ça nous détermine notre hauteur totale et puis le flanc. Et aussi, bien sûr, la forme, hein, donc on retrouve ces petites courbes que j'ai données ici. C'est pas forcément génial parce que quand on pose le sac à dos, là j'ai dû mettre un petit truc là, on a besoin de l'appuyer contre quelque chose. Il tient pas tout seul debout comme ça, mais bon, c'est jamais vraiment quelque chose qui m'a fait. C'est une chose à prendre en compte. Quand tu le poses, il faut un appui, mais des fois c'est juste un petit mouvement de terrain. Et puis avec l'habitude, tu arrives, pouf, comme ça, et puis il tient, et puis ça va très bien, et puis voilà, pas de souci. Mais
c'est un tout petit peu mieux pour le portage, puis je trouve aussi un peu plus joli, esthétique, alors un machin carré, comme une brique de lait, voilà. Toujours dans les patrons que l'on fait, ben, il faut penser à la couture. Donc ici, moi je mets 1 cm, c'est peu, mais ça suffit pour faire mes coutures après, qui vont être repliées, recousues une deuxième fois. Donc j'utilise la technique pour les coutures principales du flatfeld. Ça veut dire qu'on a une première couture que l'on assemble comme ça. On verra plus tard, hein, quand vraiment je vais coudre, pas le taille-vec, mais quand je vais coudre le vrai tissu. Là, je vous montrerai étape par étape. On rejoint en fait 2 bandes de tissu. Ça nous donne une jonction comme ça. Puis ensuite, on vient replier encore une fois à plat. Donc pour le moment, depuis l'extérieur du sac à dos, on ne voit pas de couture. Et puis je viens piquer encore une fois une deuxième couture là, pour l'aplatir, ce qui me permettra après de mettre le scotch par-dessus. Et puis c'est à ce moment-là qu'on voit la couture qui apparaît sur l'extérieur. On voit un seul trait, mais en fait le tissu est cousu 2 fois. Donc c'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant que d'avoir une couture comme ça, puis qui va s'ouvrir en fait sur la pression. Là, elle ne peut plus s'ouvrir parce qu'on replie encore une fois et on coupe. Donc, ça c'est de la technique pure. Pour les pièces qu'il faut, ben, dans mon style, hein, pas forcément pour tous les sacs à dos, je répète, 2 latérales qui sont ici. Puis ensuite j'ai le panneau arrière, mais en fait le panneau arrière il est comme ça. Ça veut dire ça c'est l'arrière. Ici vous avez la ceinture. Et puis ça c'est le retour sous la poche ici. C'est le dessous et le retour sous la poche filet, donc ça fera quelque chose comme ça. Et puis on a encore une autre partie, voilà, qui est celle-là ici. Et elle, c'est là où vient se fixer en fait les bretelles, hein. Ça vient comme ça. Les bretelles sont ici. Et puis ça, c'est la fin et tout. On voit ici le dessin des inserts des barres de rappel de charge. Voilà, voilà. Donc, il faut tout imaginer où va quoi. Et puis, depuis le retour ici, vient le dos, en fait. Ça, c'est la partie du dos sur lequel vient s'enficher la poche. Donc, la poche, elle est plus large que le dos, hein, d'un bon petit bout. Vous voyez ici, elle dépasse de ça, parce que bien sûr, il faut un peu vous voyez, il y a un pli ici hein, qui a été fait pour pouvoir avoir du volume. Si vous plaquez un tissu qui n'est pas élastique, si vous le plaquez contre le dos, ben, vous ne pouvez pas mettre grand chose à part une enveloppe, une veste, mais elle sera très compressée. Donc là, il y a un petit peu plus de marge pour pouvoir faire des plis et puis un élastique ici en haut. Les pièces principales de mon sac à dos, mais c'est pas tout, il y en a encore plein à faire. On a par exemple ici la partie qui sera en filet, qui vient à la fois accueillir mon petit pad comme ça, plus coincer, emprisonner le molleton en fait, la mousse qui me protège le dos. Donc ici, si on veut, c'est la continuité de la ceinture ici. Et je fais ça en une pièce pour essayer de minimiser de nouveau les coutures. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un petit triangle. C'est simplement ici la manière dont les bretelles sont fixées sur le sac à dos. Ça, c'est un renfort qui vient en fait à l'intérieur du sac à dos au niveau des bretelles, parce que là, il y a un stress qui est assez important, hein. Sur mon sac, il sera par contre plus fort encore sur la ceinture, puisque c'est là que je vais vraiment reporter le tout. Mais en gros, le stress, il est ceinture, ici, en haut et en bas des barres de rappel de charge, parce que c'est un truc rigide contre du tissu, donc ça peut embêter. Il est ici, sur la poignée, hein, quand on le lève, ça fait des fortes tractions. Sur les bretelles, sur les points d'attache, sur les poches, parce que souvent on tire, on met, on pousse et compagnie. Et puis en abrasion, c'est beaucoup le dessous, hein, le fond qui lui frotte par terre, etc. Donc voilà un renfort intérieur. Ça, c'est le patron pour le tissu de la ceinture. Et puis ça, c'est le patron pour la mousse, qui est bien sûr plus petit.
Ici, on a un premier jet, mais je vais encore changer. Ce sera en filet. C'est pour faire les poches ici de bretelles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est le fourreau intérieur qui sera avec un gros velcro dedans. Donc on peut l'ouvrir et puis glisser la barre et puis reprendre un gros velcro pour le fermer. De nouveau, dans les velcro, il faut choisir des bons velcro, hein, soit vraiment de la marque velcro ou alors des choses assez résistantes, sinon ils se cassent vite. Ça c'est la mousse, simplement, qui vient ici pour découper la mousse. Ça, c'est la bandelette de filet qui permet l'évacuation de l'eau de la poche principale extérieure. Ah, ça, c'est cette partie-là. Donc, c'est le filet qui, lui, vient coincer. Enfin, c'est le mesh filet. Ça veut dire filet en anglais, mais le même hein, qu'il y a ici. Donc, parce qu'il va prendre de la transpiration et tout. Donc, ça vient ici pour coincer le petit tapis. Voilà donc maintenant les bretelles. Donc ici on a, comme c'est écrit en grand, la mousse et le tissu qui va venir contenir la mousse, l'enserrer en fait. Faire attention si on travaille avec un seul patron. Pour les tissus qui sont pas recto verso mais qui ont des différences, il ne faut pas oublier de retourner à un moment donné le patron pour avoir les deux côtés mais corrects de la bretelle. Et puis voilà la forme d'une poche, c'est celles qui sont cousues ici. Donc il y a des choses bizarres, des petits angles, c'est forcément parce qu'ici on coud par exemple, on replie pour pouvoir insérer un élastique. Puis du coup il faut que ça tombe juste là et là, mais forcément quand tu redéplies la chose, ça fait des encoches un peu bizarres. Là il y a aussi des encoches qu'on fait pour pouvoir plier, parce que tout ça c'est peut-être le plus compliqué avec même pas les bretelles c'est simple, mais tout ce système-là, un report de charge, les poches, coudre les poches, parce que je vous expliquerai après le problème. Voilà, donc il faut des épaisseurs, hein, pour pouvoir quand même avoir de l'épaisseur pour pouvoir mettre la bouteille, sinon c'est collé contre le sac à dos. Puis si lui est bien plein, le sac, ça pousse sur l'extérieur, il faut avoir du tissu en rab. Donc là, comme vous voyez, il y en a pas mal. Hein, la vraie limite, elle est là, en fait, si on veut de la poche. Hein. Ça fait un baquet comme ça. Et à coudre ça, c'est pas mal, honnêtement. Voilà, donc par rapport aux coutures, vous pouvez imaginer que voilà, de joindre les deux premières plaques, il n'y a pas de souci, de replier et puis recoudre dans l'autre sens hein, pour faire la couture à plat, il n'y a pas non plus de souci, ça joue, la suivante, etc. Mais dès que vous commencez à fermer le sac à dos, ça devient juste infernal, parce que tout le tissu s'amasse, il ne faut pas coudre à travers, sinon vous allez coudre les deux parties du sac à dos comme ça ensemble, donc ça ne va pas le faire. Donc il faut commencer à tirer, il faut aller des fois centimètre par centimètre, puis là, dans cette courbe qui arrive en bas du sac, qui prend en même temps, parce que des fois je prends plein de choses en même temps, je prends la poche, les bretelles, la ceinture, puis tout est pris en même temps, il faut vraiment aller gentiment, puis c'est assez compliqué, c'est assez drôle, mais c'est assez compliqué. Donc forcément, il y a un moment donné où c'est vraiment très très chaud. Hein. Le dernier pan, là, c'est vraiment, mais tu tires, puis il faut réfléchir, mais là, je vais prendre ça, si je fais ça, puis c'est vup, tu fais 3 points, tu reprends le tissu, vup, ça demande beaucoup de patience. C'est pour ça que souvent, sur les sacs à dos, on ne rencontre pas forcément des vrais flat felt seam, donc comme j'expliquais, hein, où on met la couture à plat, mais on rencontre des pseudo ou bien seulement sur une partie du sac à dos, par exemple l'extérieur qui est ici, mais ici on n'est pas forcément flat felt sur le côté ici, sur la remontée. Parce que plus le sac est étroit et haut, plus c'est difficile, voire jusqu'à l'impossible. Là, il a quand même un certain volume, une certaine hauteur, mais il a quand même un certain volume, donc j'ai cette espèce d'orifice que j'arrive à... J'ai réussi à le faire, mais simplement, c'est pas très joli les coutures, il y a pas mal de zigzags, d'erreurs, j'ai des problèmes de fil, donc je devrais faire vraiment à la main plutôt qu'avec le moteur, parce que des fois, il ne va pas chercher bien le fil du dessous, donc ça manque un point, puis ça, c'est pas possible dans un sac à dos, parce que ça fait un trou, quoi, enfin, je veux dire, c'est pas cousu. Donc voilà, plein de problèmes et tout. L'étape suivante, ça va être de vous montrer
mon atelier. Je vais vous faire visiter un petit peu ici autour où je travaille avec le coin vidéo, le coin couture. Là, je vais vous parler aussi des tissus, tout ce que j'ai choisi. J'en ai pas mal. J'ai près de 8 sortes de tissus différents pour voilà, de tout le petit matériel, du petit matériel de couture, du petit matériel parce que bien sûr il y a tout ce qui est ici, les boucles, les machins, les sangles, les élastiques, le mèche, Enfin bref, c'est assez complexe, c'est une grosse aventure qui est très intéressante. J'ai un peu de peine parce que là je lutte, mais ça faisait déjà 2 jours que je voulais sortir cette vidéo, mais je suis malade et puis du coup j'ai vraiment un peu de peine. Donc excusez-moi pour un petit peu ces rythmes qui sont un tout petit peu là. La dernière vidéo c'était il y a plus d'une semaine, 9 jours je pense. Donc j'en sors une, pas en cours de rando parce que je ne suis pas bien, donc je vais laisser passer ça, je reste en quarantaine, pas ressortir quoi que ce soit. Courage à vous surtout, j'espère que ça va dans les familles. Je vous tiens les pouces pour pas qu'il y ait de cas graves et puis qu'on puisse passer là-dedans. Soyez prudents, soyez patients. Faites des projets, dessinez des choses, pourquoi pas, hein, commencer avec du papier de cabas de supermarché, ça peut aller très bien pour justement faire des patrons, essayer d'imaginer. Ce qui est aussi intéressant, c'est de retourner son sac à dos, prendre son sac à dos, le défaire s'il y a quelque chose à défaire, et puis le retourner pour voir comment c'est fait, puis on se rend compte vite de « Ah ouais, ok, tac, 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 ils font comme ça, ils font comme ça », c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter peut-être quelques filons, quelques idées, ou tout à coup l'envie de démarrer aussi quelque chose. C'est donc pas un tutoriel sur comment faire, j'explique juste sur moi ce que je fais et puis où j'en suis dans ma galère. Et puis on pourra avancer ensemble comme ça peut être sympa, je voulais le partager avec vous. Prudence et à la prochaine. Ciao, bye bye.